Mais tant que les plus de 65 ans et les personnes vulnérables n'auront... Goedemorgen iedereen. We beginnen dit persmoment met een gezicht over de evolutie van de cijfers in ons land. Steven, aan u het woord. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers zetten hun gunstige evolutie onverstoord verder. Binnen enkele dagen zakken we waarschijnlijk onder de symbolische grens van 75 ziekenhuisopnames per dag. Deze 75-waarde was de oorspronkelijke drempel voor versoepelingen die reeds in november 2020 werd vooropgesteld door de GEMS in nasleep van de tweede golf. Jammer genoeg bleek het bijzonder moeilijk om onder deze waarde te duiken tijdens de winter. Eerst hadden we te maken met een lange plateaufase van december tot februari, gevolgd door een derde golf in de periode van maart tot mei. Als alles goed blijft verder gaan, kunnen we nu eindelijk ook onder deze 75-waarde duiken. Ook op intensieve zorgen zien we nog steeds een overtuigende daling van het aantal patiënten. We verwachten dat we op 9 juni rond de 300 bezette bedden op intensieve zorgen kunnen zitten. Dat is ruim beneden de drempel van 500 bedden die vooropgesteld werd door het overlegcomité. De vaccinatiecampagne helpt ons, maar evenzeer de nog steeds goede opvolging van de basisregels rond afstand houden en het beperken van onze dichte contacten. We willen u daarom nogmaals bedanken voor deze inspanning. Houd dit nog even vol in de komende weken, zolang de vaccinatiecampagne nog niet afgerond is. Het overlegcomité zal zich vandaag onder andere uitspreken over de regels voor terugkerende reizigers, waaronder de toepassing van het COVID-vaccinatiecertificaat, testen, quarantaine enzovoort. Hou er echter rekening mee dat veilig reizen in de eerste plaats betekent dat u zich best houdt aan dezelfde regels als in België. Doe elders niet wat u in België ook niet zou doen. Dat is de beste garantie op een veilige en welverdiende reis. Betreft de cijfers. De afgelopen week werden er gemiddeld 1875 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 8% op weekbasis. Vanaf vandaag ligt Pinkstermaandag in de vergelijkingsperiode, waardoor de trend plots minder snel lijkt te dalen dan de vorige dagen. De werkelijke dalende trend zet zich echter voort en lijkt zelfs nog te versnellen. De cijfers dalen bij alle leeftijden, maar het blijven de tieners en de 17-jarigen in het bijzonder waar we nog het meeste besmettingen vaststellen en waar de daling ook het traagst is. We zien de daling op nationaal niveau ook terug in alle gewesten en provincies, met uitzondering van de provincie Luik, waar nog een toename van 13% was. Henegouwen is de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, gevolgd door Antwerpen en Luik. En ook de ziekenhuizen zijn nog steeds relatief zwaarder belast in Henegouwen. Betreft de varianten. De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indische variant vertegenwoordigen nu respectievelijk 85%, 0,1%, 10,5% en 1,3% van de besmettingen. De Indische variant circuleert dus op ons grondgebied en is in de voorbije week lichtjes toegenomen van 0,9 tot 1,3%. Het blijft evenwel voorlopig om een beperkt aantal besmettingen gaan. Het aantal ziekenhuisopnames gaat ook verder in dalende lijn. De afgelopen week waren er gemiddeld 78 nieuwe opnames per dag en dat zijn er 22% minder dan de week ervoor. Ook de ziekenhuisbezetting daalt verder aan een versneld tempo.
Momenteel liggen er iets meer dan 1000 patiënten in de ziekenhuizen, 1063 om precies te zijn. En dat zijn er 22% minder dan verleden week. 364 patiënten liggen op intensieve zorgen en dat is een daling van 26%. Ook de overlijdens dalen verder. De voorbije week waren er 13 overlijdens per dag te betreuren en dat is een daling van 24%. Vervolgens zouden we nog een boodschap willen brengen van de ziekenhuizen. Zoals u weet zijn er vanaf 9 juni een aantal belangrijke versoepelingen aangekondigd. Maar u hebt misschien gemerkt dat er vaak nog strikte regels gelden voor het ontvangen van bezoek in de ziekenhuizen. Dat lijkt misschien oneerlijk en kan bijzonder zwaar zijn voor de patiënten en hun familieleden, maar deze maatregelen blijven nog steeds belangrijk. De situatie in ziekenhuizen is anders dan bijvoorbeeld in woonzorgcentra. In woonzorgcentra blijft de bewonerspopulatie vrij stabiel. Versoepelingen kunnen daar worden doorgevoerd zodra een bepaald percentage van de inwoners en het personeel is gevaccineerd. Ziekenhuizen daarentegen kennen een heel wisselende populatie en het is dan ook moeilijk in te schatten hoeveel patiënten op elk moment reeds gevaccineerd zijn en minder risico lopen om besmet te raken. Sociaal contact is zeker en vast heel belangrijk in het genezingsproces, maar het is ook belangrijk om extra voorzichtig te zijn voor personen die reeds ziek zijn en in verzwakte toestand verkeren. De bezoekregels worden bepaald door elk ziekenhuis afzonderlijk, door het lokale team van ziekenhuishygiënisten. Deze bezoekregels hangen ook af van het soort ziekenhuis, de infrastructuur, de afdeling en ook de lokale toestand van de epidemie. De bezoekregels kunnen ook mettertijd aangepast worden en kunnen geraadpleegd worden op de website van elk ziekenhuis. We vragen u ter ondersteuning van de ziekenhuizen om de regels voor bezoekers goed te blijven opvolgen. Bedankt voor uw begrip en nog een mooi weekend gewenst. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors l'évolution des chiffres Covid reste indubitablement et de manière constante favorable. Dans quelques jours, nous passerons probablement, et quand on dit probablement, c'est presque certainement, la barre des 75 hospitalisations par jour. Ceci est un chiffre qui est presque un chiffre historique puisqu'il a été fixé il y a très longtemps, il a été fixé en novembre 2020 par le GAMS à la sortie de la deuxième vague. C'était le seuil initial pour permettre des assouplissements. Nous avons mis très longtemps à l'atteindre, nous avons eu un long plateau. On peut, à certains points de vue, se féliciter d'ailleurs durant l'hiver jusqu'au mois de février. Et puis nous avons malheureusement eu cette troisième vague en mars et avril. Si tout va bien, on va enfin plonger donc sous cette barre des 75. Aux soins intensifs également, l'évolution est favorable puisqu'on devrait atteindre un total de 300 lits occupés aux environs du 9 juin, ce qui est largement en dessous de la barre des 500 lits qui avait été fixée par le Codeco, le comité de concertation, de manière à pouvoir continuer les mesures d'assouplissement. Il est clair que la campagne de vaccination a joué un rôle fondamental, mais aussi que le comportement de tout un chacun a été important, que l'observation des règles de base par une majorité de la population a joué un rôle, la distanciation physique, la limitation des contacts. Merci déjà pour ce que vous avez fait, merci aussi pour ce que vous allez encore faire, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter maintenant ces efforts. Nous avons encore quelques semaines un peu problématiques potentiellement, en attendant que la population ait été plus largement vaccinée. Et je pense qu'il est indubitable qu'il faut encore observer certaines précautions actuellement. Nous nous réjouissons tous d'avoir bientôt des vacances, soit en Belgique, soit à l'étranger. Nous savons que dans les mesures qui vont être annoncées aujourd'hui, entre autres, il y aura un certain nombre d'annonces concernant les voyages.
N'oubliez cependant pas que voyager en sécurité, ça veut aussi dire ne pas faire n'importe quoi parce qu'on est loin du pays et en vacances. Il y a encore un certain nombre de règles à respecter. Efforcez-vous de vous comporter comme vous l'auriez fait si vous étiez resté ici en Belgique et en suivant globalement les règles qui sont actuellement en vigueur et qui seront en vigueur au niveau du territoire belge. Alors, allons vers les chiffres. Les chiffres sont favorables, on l'a dit, puisque nous avons actuellement 1875 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution de 8% sur une base hebdomadaire. Alors vous allez me dire que 8%, c'est moins que ce qu'on vous annonçait ces derniers jours. C'est simplement lié au fait qu'une fois de plus, les jours de congé jouent un rôle dans la manière dont on fait le calcul. Nous avons cette fois-ci le lundi de Pentecôte qui se trouve dans la période de comparaison et donc la tendance à la baisse est ainsi faussée et est ainsi ralentie. Cette tendance, par contre, réelle, si on observe au jour le jour, est toujours bien présente et elle semble même s'accélérer. Donc, il n'y a pas d'inquiétude actuellement à avoir sur ce point-là. Cette diminution se présente dans tous les groupes d'âge, mais avec toujours le groupe des adolescents et tout particulièrement des adolescents au niveau des 17 ans, qui sont ceux dans lesquels il y a le plus grand nombre de contaminations et dans lesquels cette diminution est la plus lente. C'est présent, cette diminution sur tout le territoire national, comme vous le voyez sur la carte actuellement, sauf dans la province de Liège, où on a actuellement une augmentation de 13%. Au niveau du nombre de nouveaux cas, c'est dans le Hainaut que le nombre de contaminations est le plus élevé, suivi de la province d'Anvers et de Liège. Et c'est d'ailleurs, on insiste, à noter que les hôpitaux sont le plus occupés, essentiellement dans le Hainaut, là aussi. Vendredi est jour de variants, alors l'OMS a décidé de nommer les variants de manière différente, de ne plus les affubler d'un nom de pays pour ne pas stigmatiser le pays en question et de donner à chacun de ces variants le nom d'une des lettres de l'alphabet grec. Le variant britannique, le premier qui était apparu, au point de vue des variants qui nous posaient problème, est donc devenu le variant alpha et il constitue pour l'instant 84,6% des souches retrouvées dans notre pays. Le deuxième, le variant sud-africain, est devenu le variant bêta et il est présent seulement dans 0,1% des isolats belges. Le troisième, le variant brésilien, est devenu le variant gamma et lui est présent dans 10,5% des isolats. Enfin, parmi les variants indiens, celui qui est le plus préoccupant, le plus présent en Occident, est devenu le variant delta et lui constitue 1,3% des contaminations. Nous voyons donc que ce variant indien existe sur notre territoire, qu'il circule et qu'il a très légèrement augmenté puisqu'on est passé de 0,9 à 1,3%. Ceci concerne donc seulement toujours un nombre très limité de contaminations dans notre pays. Au niveau des hospitalisations, ce que vous voyez sur la diapositive actuelle, c'est la tendance continue à la baisse. Nous avons eu en moyenne 78 hospitalisations par jour. Par rapport aux 101 de la semaine précédente, ceci constitue une diminution de 22%. Le taux d'occupation de ce fait des hôpitaux continue à diminuer de manière même relativement accélérée puisque nous approchons d'une occupation de 1000 lits. Nous avons actuellement 1063 lits occupés par le Covid. C'est 22% de moins que la semaine précédente et cette même diminution marquée se fait au niveau des soins intensifs. 364 patients, soit 26% de moins. De manière très heureuse, on a là un même reflet au niveau des décès, puisqu'au niveau des décès, nous en déplorons actuellement 13 par jour, même grandeur de diminution, 24% par rapport à la semaine précédente. Alors le message du jour sera lié aux hôpitaux et aux limitations de contact et de visite au niveau des hôpitaux. On a eu des assouplissements, on aura peut-être, on l'espère d'ailleurs, d'autres assouplissements annoncés aujourd'hui, mais vous avez, pour ceux qui ont de la famille dans les hôpitaux, remarqué que des règles strictes restent présentes dans les hôpitaux concernant les visites. Ceci peut sembler injuste à certains moments et c'est particulièrement difficile, on le sent très bien pour les patients par exemple et pour leurs familles, mais ces règles restent importantes. En effet, les hôpitaux, c'est tout à fait autre chose qu'une maison de repos.
Les hôpitaux, c'est une structure variable dans laquelle le personnel, bien sûr, est fixe, mais les patients changent rapidement. Une maison de repos, c'est un personnel qui est fixe et des résidents qui ne changent guère. Dans une maison de repos, donc, dès que le personnel et les résidents ont un certain pourcentage de vaccination, on peut s'accorder sur des mesures d'assouplissement, même marquées d'ailleurs, dans le cadre des visites. Ceci est beaucoup plus difficile, pour ne pas dire quasi impossible, au niveau des hôpitaux, lié justement au changement des patients hospitalisés, lié au fait qu'il s'agit de gens malades et de gens qui souvent ont des comorbidités ou des pathologies sévères qui les rendent plus fragiles s'ils attrapent le Covid. S'il est indubitable que le côté social, le côté relationnel est important dans un processus de guérison, il faut être très prudent malgré tout pour ne pas transmettre le virus à ces personnes qui y sont plus susceptibles. Au niveau de chaque hôpital, les règles sont fixées par des structures qui sont autour des médecins hygiénistes des hôpitaux et de la direction. Ces règles peuvent être différentes d'un hôpital à l'autre. Chaque hôpital n'a pas le même contexte de patientèle, par exemple, de type de service, de type de patients plus fragiles que d'autres. Chaque hôpital n'a pas la même structure qui se prête plus ou moins bien à des règles d'hygiène éventuellement différentes d'un service à l'autre. Ces règles, bien sûr, peuvent être adaptées au cours du temps et le seront probablement dans le futur. On peut trouver d'ailleurs les renseignements sur les sites web des hôpitaux ou en les contactant. Et donc nous vous demandons de faire un effort de manière à appliquer ces règles d'ailleurs qui sont importantes pour le membre de la famille ou l'ami qui pourrait être hospitalisé. Merci pour votre compréhension et bon week-end que l'on espère ensoleillé. Merci pour ces informations. Nous allons passer à un deuxième point à traiter aujourd'hui. Vous le savez, bientôt, les activités en intérieur seront à nouveau possibles sous certaines conditions. L'une des principales est la bonne aération, la bonne ventilation des locaux dans lesquels ces activités sont organisées. Le commissaire Covid-19, Pedro Facon, nous en parlera aujourd'hui. Binnenkort worden... Je vais attendre... Voilà. Binnenkort worden binnenactiviteiten weer mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een van de belangrijkste is een goede verluchting en ventilatie van de ruimtes waarin u deze activiteiten uitoefent. COVID-19-commissaris Pedro Facon liegt dit vandaag voor ons toe. Goedemorgen iedereen en zoals u ongetwijfeld ondertussen al weet, wordt het COVID-19-virus voornamelijk verspreid via aerosolen. En wat zijn dat, die aerosolen? Dat zijn zeer kleine druppeltjes die u produceert wanneer u ademt, maar ook wanneer u bijvoorbeeld spreekt, lacht, roept of hoest. En de kleinste van deze druppeltjes kunnen in slecht verluchte of slecht geventileerde ruimten lang blijven hangen. En dat betekent ook dat andere personen in diezelfde ruimte ze inademen, zelfs wanneer u afstand houdt van 1,5 meter. Je kan het eigenlijk nog best vergelijken met hoe sigarettenrook zich in een ruimte verspreidt en blijft hangen, ook wanneer anderen, zelfs al zitten ze wat verder weg in de ruimte, verblijven en dan ook die sigarettenrook inademen. Die kleine aerosoldruppeltjes die een besmette persoon uitademt, omvatten ook virusdeeltjes. En het is daarom dat ventileren en verluchten een cruciale rol speelt bij het beperken van de overdracht van het COVID-19-virus. Maar hoe weet u nu eigenlijk hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in een ruimte? Dat is niet zo eenvoudig, hangt voor een stuk af van de grootte van de ruimte, het aantal mensen die in een ruimte verblijven. Maar u kan natuurlijk ook altijd kijken van staan de ramen open, zijn de deuren open, hoe is eigenlijk de algemene luchtkwaliteit, zijn er eventuele ventilatiesystemen aanwezig. Daarnaast is er natuurlijk ook de CO2-meter. En met een eenvoudige CO2-meter kan u de concentratie uitgeademde lucht, CO2, in een ruimte gemakkelijk meten. De concentratie uitgeademde CO2-deeltjes in de lucht worden weergegeven in ppm. Deeltjes CO2 per miljoen luchtdeeltjes.
Een CO2-meter is in alle openbare binnenruimten aangeraden en op bepaalde plaatsen, zoals in horecazaken, in feestzalen en in fitnesscentra, wordt het binnenkort ook verplicht. Vanaf 9 juni wordt het verplicht in die ruimten. In de horeca, feestzalen en fitnesscentra moeten deze CO2-meters op een voor de klant toegankelijke en zichtbare plaats hangen. Centraal in de ruimte en dus bijvoorbeeld ook niet langs een deur of langs een raam. Je kan dus als klant in zo'n zaak zelf een kijkje nemen op de CO2-meter. Als zo'n meter er niet hangt, spreek dan ook de uitbater aan. De verplichting voor het plaatsen van een CO2-meter kan ook gecontroleerd worden door de overheid. Tijdens de opstartfase zullen de controles nog eerder sensibiliserend zijn om de uitbaters te helpen en te ondersteunen bij deze nieuwe verplichting, maar nadien zullen de controles strenger worden. Algemeen is de regel voor zo'n CO2-meter: hoe lager de ppm-waarde, hoe beter. Maar de waarde hangt eigenlijk ook af van de algemene luchtkwaliteit buiten. Bij metingswaarden tot 900 ppm, en dat kan u dus aflezen op die meter, spreken we over een goed geventileerde ruimte. Waarden tussen 900 en 1200 duiden op een minder goed geventileerde ruimte en vragen om actie in de vorm van verse buitenlucht. Die kan worden aangevoerd door ramen en deuren te openen of via een ventilatiesysteem, bijvoorbeeld door filtering of door desinfectie van lucht. De installatie van zo'n systeem is niet verplicht, maar kan naast het dus openen van ramen en deuren een belangrijk aanvullend middel zijn om goede luchtkwaliteit te verzekeren. Vele uitbaters, en we danken hen daarvoor, hebben de voorbije jaren en maanden al een dergelijk systeem geplaatst. Ik herinner u eraan dat het gebruik van dergelijke systemen ook onderhevig is aan strikte regelgeving en gecontroleerd wordt door het ministerie Volksgezondheid. Fabrikanten van deze systemen en ook de uitbaters die zo'n systeem plaatsen, vinden alle info op de website corona-ventilation.be. Als klant kun je altijd informatie vragen aan de uitbater, maar weet dus dat de overheid ook controles doet. Vanaf 1200 ppm is de luchtkwaliteit in een ruimte onvoldoende. Horecazaken, feestzalen, fitnesscentra, waar deze waarden worden overschreden, dienen te worden gesloten tot de luchtkwaliteit is verbeterd. Ongeacht de kwaliteit van de lucht in een binnenruimte blijven de basisregels altijd zeer belangrijk. En om te beginnen laat je natuurlijk vaccineren. Dat is de beste bescherming voor jezelf, op langere termijn ook, maar ook voor anderen. Verder herhaal ik de belangrijkste preventieve maatregelen die je kan nemen. Zorg voor je hand-, hoest- en neushygiëne. Beperk het aantal contacten waarmee je afspreekt. Houd afstand. Draag een mondmasker wanneer je in een gezelschap bent waarvan nog niet iedereen gevaccineerd is. Zoals Steven en Yves hebben gezegd, de vakantie staat voor de deur. Velen onder jullie zullen uitstapjes in binnen- en buitenland maken. Houd de preventiemaatregelen ook dan aan. We zijn samen op de goede weg. Laat ons zo voortdoen en het virus zo steeds beter onder controle krijgen. Ik dank u voor uw aandacht. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez désormais certainement, le virus du Covid-19 se propage principalement par aérosols. Et c'est quoi ces aérosols? Ce sont des très petites gouttelettes que nous expulsons en respirant, mais aussi en parlant, en riant, en pleurant, en toussant par exemple. Les gouttelettes les plus petites peuvent rester longtemps en suspension dans les pièces mal ventilées ou mal aérées. Par conséquent, les personnes présentes dans la même pièce peuvent les inhaler, et ce même en respectant la distance sociale de 1 mètre et demi. Vous pouvez le mieux comparer avec la façon dont la fumée de cigarette se propage et s'attarde dans une pièce. D'autres, même s'ils sont un peu plus loin dans la pièce, inhalent toujours cette fumée de cigarette. Les petites gouttelettes d'aérosol qu'une personne infectée exhale, également des particules virales. La ventilation et l'aération jouent donc un rôle crucial pour limiter la transmission du virus Covid-19.
Mais comment connaître la qualité de l'air dans une pièce? C'est un peu compliqué parce que ça dépend du nombre de gens dans une pièce et aussi du volume de la pièce. Et en même temps, ça dépend aussi des fenêtres, des portes, etc. Un compteur de CO2 permet de facilement mesurer la concentration de l'air expiré dans une pièce. Celui-ci indique la concentration de particules de CO2 expirées dans l'air en ppm, ou parties par million, ou parties CO2 par million de particules d'air. Installer un compteur de CO2 simple est recommandé dans tous les espaces publics intérieurs et sera bientôt obligatoire dans certains locaux comme les établissements de restauration et les salles de sport. Cette obligation pour l'installation d'un compteur de CO2 pourra également faire l'objet de contrôles. Pendant la phase initiale, ces contrôles viseront à sensibiliser, à aider et supporter des entrepreneurs avec cette nouvelle obligation, mais ces contrôles évolueront ensuite vers des contrôles plus stricts. La règle générale est plus la valeur ppm est basse, mieux c'est. Mais la valeur dépend aussi de la qualité générale de l'air extérieur. Les pièces bien ventilées présentent des valeurs de concentration maximale de 900 ppm. Les valeurs comprises entre 900 et 1200 indiquent un espace moins bien aéré et exigent une intervention, c'est-à-dire un apport d'air frais extérieur. Cela peut se faire en ouvrant les fenêtres et les portes ou par le biais d'un système de ventilation, par exemple via filtration ou via désinfection de l'air. L'installation d'un système de ventilation n'est pas obligatoire, mais peut être un moyen efficace pour assurer la bonne qualité de l'air, en plus d'ouvrir les fenêtres et les portes. De nombreux opérateurs ont déjà installé un tel système et on les remercie. Toutefois, je tiens à vous rappeler que l'utilisation de ces systèmes est soumise à une réglementation stricte et contrôlée par le ministère de la Santé publique. Les fabricants de ces systèmes et les opérateurs qui ont ou souhaitent installer un système trouveront de plus amples informations à cet égard sur le site web ventilation.be. En tant que client, vous pouvez toujours demander des informations à l'opérateur, mais sachez que le gouvernement vérifie également ces systèmes. À partir de 1200 ppm, la qualité de l'air dans une pièce est insuffisante. Les établissements, salles de banquet et centres de fitness où ces valeurs sont mesurées doivent être fermés jusqu'à ce que la qualité de l'air s'améliore. Gardez en tête, quelle que soit la qualité de l'air dans un espace intérieur, le respect des règles de base reste essentiel. Pour commencer, se faire vacciner, bien sûr, c'est la meilleure protection à long terme, tant pour soi-même que pour les autres. Je vais également répéter les mesures préventives les plus importantes que vous pouvez prendre vous-même. Prendre soin de votre hygiène des mains, de la toux et des éternuements, limiter le nombre de contacts avec lesquels vous vous rencontrez, gardez vos distances, portez un masque buccal lorsque vous êtes en entreprise dont tout le monde n'a pas encore été vacciné. Les vacances approchent à grands pas. Et comme Steven et Yves l'ont dit, vous serez nombreux à faire des voyages chez vous et à l'étranger. Même alors, respectez les mesures préventives. Ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Continuons ainsi et maîtrisons de plus en plus le virus. Je vous remercie. Merci, M. Facon. Nous allons passer maintenant aux questions envoyées par la presse. En Écosse, 10 enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés pour le Covid au cours des derniers jours. Devrions-nous surveiller cela aussi? Alors une réponse en plusieurs parties. Pour commencer, il n'y a actuellement aucune preuve d'une réelle augmentation du nombre d'enfants qui sont hospitalisés. On sait que la proportion des hospitalisations dans quasi tous les pays occidentaux a été modifiée par le fait que la vaccination a touché les personnes les plus âgées d'abord, et donc que l'on peut être frappé par le fait que tout d'un coup il y a proportionnellement un peu plus d'enfants, qui peut être le même nombre qu'au préalable, qui est hospitalisé par rapport à un nombre
très nettement déclinant de personnes plus âgées. Deuxième point, nous n'avons aucun élément qui nous permette maintenant de dire que ces hospitalisations étaient liées à une infection du Covid lui-même, mais pas simplement au fait que ces enfants étaient dépistés, par exemple, comme porteurs du virus. Lorsqu'ils étaient hospitalisés pour des petits incidents de la vie a repris son cours, les jeux, etc. On peut se casser une jambe, on peut devoir être opéré, par exemple, et qu'une opération a été reportée depuis plusieurs mois à cause de la pandémie, et ceci va faire augmenter le nombre d'enfants hospitalisés avec un test Covid positif sans que ça soit lié au Covid lui-même. Troisième point, on n'a pas d'évidence pour l'instant que ceci soit lié à un problème d'un des variants, entre autres ce fameux variant dit indien et qui s'appelle maintenant Delta. Autre évidence, en Belgique, nous n'avons pas du tout de signes qui nous montrent qu'on aurait une augmentation des hospitalisations au niveau pédiatrique. Et pour information, pour les dernières semaines, on considère que dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans, les hospitalisations de cette tranche d'âge constituent 0,6% du total des hospitalisations Covid et que pour les 6 à 19 ans, il s'agit de 1,9%. Ceci correspond aux chiffres qu'on connaissait au préalable. In Schotland zijn de voorbije dagen 10 kinderen onder de 10 jaar gehospitaliseerd met COVID. Moeten we dit ook in de gaten houden? Wel, we hebben op dit moment geen enkele bevestiging of reden om te denken dat dit gaat om een reële stijgende trend. Het is normaal dat er af en toe kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis met COVID. Soms worden ze opgenomen omwille van een andere reden, maar testen ze wel positief op het coronavirus. En we hebben geen specifieke informatie over die gevallen in Schotland op dit moment. Het kan gaan om een tijdelijke schommeling. Het is ook zo dat er, net als in België, in Schotland heel wat versoepelingen zijn doorgevoerd. Dat betekent dat er heel wat meer activiteiten zijn. Ook bij kinderen, waardoor er al eens een ongeluk kan gebeuren. Een kind moet opgenomen worden in het ziekenhuis, bijvoorbeeld omwille van een gebroken been of iets anders. Er is ook een inhaalbeweging van uitgestelde zorg. Bepaalde operaties die lang on hold zijn gezet, die nu doorgaan. Waarbij ook kinderen, wanneer ze toekomen in het ziekenhuis, worden getest op aanwezigheid of afwezigheid van het virus. Het kan zijn dat ze positief testen, maar dat niet noodzakelijk iets te maken heeft met de reden waarom ze opgenomen zijn. Dat is informatie die we op dit moment niet hebben. Wanneer we naar België kijken, is er geen enkele indicatie van een stijgende trend bij kinderen. Ziekenhuisopname bij kinderen blijft iets heel zeldzaam. En we zien de voorbije weken daar niet veel beweging in. Om u een idee te geven, bij de kinderen van 0 tot 5 jaar... zij vertegenwoordigen ongeveer 0,6% van de ziekenhuisopnames. Bij de oudere kinderen van 6 tot 19 jaar, de jongeren, is dat 1,9%. En heel vaak gaat het dan ook nog om relatief milde symptomen, eerder zelden om een opname op intensieve zorgen. Wat zijn uw aanbevelingen voor contacten in de privésfeer? Dat is een belangrijke vraag. Nu we eigenlijk in een ander soort van fase zijn gekomen in de epidemie en er minder regels in de ministeriële besluiten staan. Ik denk dat het belangrijk is in de huidige overgangsfase om ervoor te zorgen, wanneer nog niet iedereen gevaccineerd is geraakt, dat we de preventieve maatregelen voldoende aanhouden. En om te beginnen, laat u dus vaccineren. Vervolgens, wanneer u ziek bent, spreek niet af met andere mensen en nodig dan ook geen mensen uit bij u thuis. Zorg er ook voor dat de hand-, neus- en hoesthygiëne wordt aangehouden. Zorg ook dat de afstand wordt bewaakt, dat er wordt geventileerd, dat eventueel een mondmasker wordt gedragen wanneer nog niet iedereen is gevaccineerd. En dat zijn de belangrijkste voorwaarden of de belangrijkste tips die we kunnen meegeven. En gebruik eventueel, wanneer u nog niet gevaccineerd bent geworden, gebruik een autotest. Uw apotheker zal u de nodige adviezen geven over hoe u die goed kan gebruiken. Quelles sont vos recommandations pour les contacts dans la sphère privée? C'est une question importante
dans un contexte où pas encore tout le monde a été vacciné, mais de plus en plus de personnes le sont. Donc, je répète les règles générales qu'on veut soutenir et recommander aux citoyens. Tout d'abord, gardez toujours en tête que la vaccination est le meilleur moyen de vous protéger aussi les autres. En plus, gardez toujours l'hygiène de vos mains quand vous toussez, etc. Ne rencontrez pas d'autres personnes ou n'invitez pas d'autres personnes chez vous quand vous êtes malade. Ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, gardez vos distances, utilisez un masque buccal quand pas tout le monde a déjà été vacciné et essayez aussi de bien ventiler la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Si possible, utilisez un autotest, ça a du sens quand vous n'êtes pas encore vacciné et votre pharmacien peut vous conseiller dans l'utilisation de cet autotest. La capacité de test sera-t-elle accrue pour les voyageurs qui doivent présenter un test PCR? En effet, donc, on dispose aujourd'hui de centres de tests et de prélèvements qu'on a élaborés avec toutes les autorités de notre pays. À l'instant, on regarde comment on peut garder stable et actif ces centres de tests aussi pendant l'été, vu que beaucoup de personnes devront être testées pour voyager. Et donc, on regarde avec ces centres de tests comment on peut assurer assez de capacité pendant l'été. Wordt er extra testcapaciteit voorzien voor reizigers die een PCR-test moeten voorleggen? Dat is inderdaad zo. Dus we hebben in ons land samen met alle overheden afname- en testcentra gecreëerd in het voorbije jaar. We bekijken nu opnieuw hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook in de zomer en daarna die centra operationeel blijven en er ook voor zorgen dat de personen die zich zullen moeten laten testen als ze vertrekken naar het buitenland of wanneer ze terugkeren naar België, hoe die kunnen verzekerd worden dat ze tijdig een test krijgen. Bedankt voor uw aandacht. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end. Vous pouvez retrouver, si vous aviez encore des questions, toutes les informations, tous les liens sur le site info-coronavirus.be. À mardi.